Donc, aujourd'hui, on reçoit Pavi Kasipilai. Yes, that's All right, right. parfait. Donc, je dis ton nom, mais je connais pas nécessairement ton background, de où est-ce que tu viens. On avait parlé un petit peu ensemble au gala de Groupe Mackay, mais je vais te laisser te présenter rapidement. Là. Ok, super. Ben, moi, d'origine sri-lankaise. Donc, Sri Lanka, c'est juste en bas de l'Inde. On se fait confondre souvent quand on est des Indiens, mais on n'est pas Indiens. On est très, très différents. On est dans une île complètement en bas, mais juste à côté de l'Inde. Fait que, d'origine sri-lankaise. All right, puis de la courtage hypothécaire. Ouais. Donc, toi, tu t'occupes de ce qui est résidentiel principalement. Est-ce que tu fais du commercial aussi ou tu vas pas dans ce... Maintenant, j'ai commencé à un peu faire du tout. Parce qu'avant, j'étais juste spécialiste hypothécaire. Fait qu'en étant spécialiste hypothécaire, tu fais juste du résidentiel, puis tu fais juste promouvoir les produits d'une banque. Là, quand tu es courtier hypothécaire, tu as accès vraiment à tout. Fait que tu peux faire des prêts privés, alternatifs, résidentiels également et commercial. OK. Comment ça, c'est un peu plus complexe. Des fois, il y a des dossiers que on peut pas faire, que c'est mieux d'envoyer un courtier spécialisé dans le commercial. Mais admettons un multilogement ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. OK, cool. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Juste les hypothèques, ça va faire 4 ans. Mais domaine de finance au complet, ça fait 8 ans. 8 ans dans la finance, OK. C'est quoi tu faisais avant dans les finances? Avant, j'étais dans le domaine bancaire. Fait que je travaillais pour la banque TD. J'ai fait un peu le parcours. J'ai commencé à CIBC quand j'avais 18 ans. Puis après ça, je suis parti à TD, Scotia. Puis là, je suis là. Courtier indépendant. Cool. Fait que quand j'étais à TD, j'étais conseiller financier. Je travaillais à Parc Extension, où le quartier le plus peuplé d'immigrants. J'aidais les nouveaux immigrants avec leur côté finance et tout ce qui va avec. J'étais conseiller financier, fait que je m'occupais de leur aider à expliquer c'est quoi le système canadien, comment utiliser ton compte bancaire, à quoi ça sert un compte d'épargne, à quoi ça sert un compte de chèque. Vraiment tout de scratch. La base, là. Exactement. OK. Puis est-ce que tu étais travailleur autonome ou tu étais salarié avec TD? J'étais salarié avec TD. Tu étais salarié. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu entrepreneur pour développer ça? C'est un peu tabou, je vais le dire, pour tous les employés de la banque. À la banque, on se fait vraiment, on se fait surutiliser. Nos capacités sont utilisées d'une manière que on te paye tel salaire, mais tu vas faire le travail de genre 5 personnes en même temps. Je commençais à voir ça. Fait que moi, dans mon rôle, ce que je faisais, j'ouvrais des comptes bancaires, j'ouvrais des produits de crédit, je faisais des hypothèques, je faisais également les renouvellements d'hypothèques, je parlais de placement. Quand on parle de placement, c'est très vague. Donc, admettons, tu as des enfants, tu as également des placements RESP pour les enfants, donc pour leur éducation. Pour ça, tu as les REER, tu as les CELI et tout. Tu ouvres des comptes d'entreprise, fait que ça finit pas. On te donne un horaire de 9 à 5, puis après 5 heures, tu restes quand même en train de scanner des papiers et tout. Le lendemain, ton gérant va te dire « OK, mais tu as beaucoup de problèmes de compliance. Genre, il y a des trucs qui manquent dans tes dossiers. C'est normal, je suis tout seul à faire tout ça. Puis comme moi, il y a 3 autres conseillers. Fait que là, moi, j'étais comme... À un moment donné, je focusais juste sur les hypothèques. Fait que j'ai aidé ça le monde parce que, comme je te disais, j'étais dans un quartier d'immigrants. Fait que la plus grosse joie que j'avais, même si j'étais sous salaire, on avait un genre de bonus. C'était plus de voir du monde qui venait d'immigrer au Canada, puis 2 ans après qu'ils m'aient parlé, qu'ils ont écouté mes conseils, ils viennent me voir, je suis prêt à acheter une maison. Fait que les aider à rentrer dans leur première propriété, c'était comme wow, tu sais. Fait que je m'occupais de faire vraiment juste le côté de l'hypothèque. Mais là, tu peux pas juste faire une chose quand t'es conseiller. Puis là, je voyais, j'ai commencé à voir des gros spécialistes hypothécaires qui venaient en succursale, qui disaient, OK, moi, je fais juste les hypothèques. Si t'as pas le temps pour faire les hypothèques, envole-moi. Fait que là, je me suis dit, OK, je préfère l'envoyer à les spécialistes parce que moi, j'aurais pas nécessairement le temps de le faire. Après ça, fait un 360, je me suis dit, non, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Là, mon gérant, il me dit toujours, tu fais pas les investissements, tu fais pas les comptes bancaires, tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais tu fais juste des hypothèques. C'est pas ça ton rôle. On t'a pas engagé pour ça. C'est là que je me suis dit, OK, si je m'en vais comme un spécialiste, je suis payé à base de commission. Je vais prendre un risque de perdre mon salaire. C'était un bon salaire. Mais au moins, ça me permet de faire ce que je veux faire. Je me suis juste dit, OK, tu sais quoi, avec le cercle que j'ai, le fait que je suis dans le domaine depuis longtemps, le monde qui me connaisse, ben, tu sais, je me suis dit, OK, je vais embarquer dessus. C'était un bon gamble à prendre. C'était un bon gamble, tu sais, ça faisait peur, là, honnêtement. Parce que quand j'avais 18 ans, j'avais ma compagnie de transport. Ça se passait bien. C'était une compagnie de transport de déménagement, genre. Fait que ça se passait bien, mais c'était très saisonnier. Puis j'avais pas nécessairement le courage de juste faire ça pour l'hiver et tout. Parce que de ce que j'entendais, c'était que l'hiver, c'est difficile de déménager le monde. Il n'y a pas autant de contrats. C'est pas beaucoup de monde qui déménage l'hiver. Tu sais, je vous demande. 2 pieds de neige, là, c'est moi le Ouais, exact, ouais. Tu veux-tu déménager en hiver? Non. Bon. J'ai déjà fait, mais non. C'est ça, c'est pas le fun, là, tu sais. T'étais sûrement mal pris de déménager l'hiver. Oui. Ouais, c'est ça. C'était pas volontaire de... Fait que là, moi, je travaillais toujours à la CIBC, mais l'été saisonnier, je faisais
déménagement. Puis ça me faisait toujours peur. J'étais comme, man, quand tu travailles pour une entreprise, tu as des bénéfices. Tu tombes malade, tu as les assurances qui te payent. Mais alors que si tu es travailleur autonome, tu tombes malade, personne va appeler tes clients. Ouais, Personne va. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Ça roule pas, tu sais. Puis pour le client, c'est facile de lui aller parler à quelqu'un d'autre. Toi, tu aurais perdu tout ton temps dessus. Sauf si tu tombes malade, c'est de ta faute. Alors, c'était un risque à prendre, mais je l'ai vraiment pris quand je trouvais que la banque vraiment m'achalait pour des trucs qui étaient inutiles. Genre, à un moment donné, mon gérant était rendu à regarder l'heure puis dire « T'es 30 secondes en retard aujourd'hui. » Je suis comme « Je suis 30 secondes en retard? OK. Comment t'as pu calculer ça, tu sais? Pendant mes pauses de lunch et des breaks et tout ça. Tu sais, quand tu manges en paix, right? On a 30 minutes pour manger. Je mange pendant 30 minutes. J'arrive 30 minutes et 30 secondes à commencer à me dire « Mais il y a un client qui attend pour toi. » Mon client, il comprend que, tu sais, je sors de lunch. Je dis pas que c'est quelque chose de commun que je faisais et tout. Mais c'est juste qu'à la fin de la journée, travailler pour une entreprise, pour une grosse banque, t'as beaucoup plus de stress que de travailler pour toi. Puis quand tu focuses sur un truc et une seule chose, je pense que t'as beaucoup plus de succès. Ouais, une spécialisation, là, vraiment. Là. Oui, absolument. Ouais. Tu savais-tu que t'avais la fibre entrepreneuriale ou ça a vraiment été comme je veux juste travailler dans ce que j'aime, puis ça a été ça le déclic? Rendu là que t'as comme commencé avec ça? Ouais, je savais pas que j'avais le côté entrepreneuriat. J'étais pas trop confiant sur moi, sur ça. Je te l'avoue, je suis une personne très, très confiante. Je suis très, comment dire ça, je suis très compétitif. Donc, quand je jouais des sports, quand j'étais jeune, je voulais toujours être numéro 1 sur quoi que ce soit. Alors, tu sais, pour moi, quand je suis rentré dans l'hypothèque, je suis comme, n'importe où je m'en vais, je vais être numéro 1. Genre, je m'en vais dans le domaine bancaire, c'est très compétitif aussi, là, tu sais. Avant, je travaillais dans le centre d'appel, il y avait comme une campagne de cartes de crédit. Fait que tu parlais à un client au téléphone, tu devais leur vendre des cartes de crédit. Puis moi, j'étais toujours genre numéro 1. Puis je faisais temps partiel. Puis mon but à moi, c'était vraiment différent comparé à les autres. C'était que je travaillais 20 heures par semaine, alors qu'il y avait du monde qui travaille temps plein. Je me suis dit, je vais faire plus de ventes que le monde qui travaille temps plein, qui met plus d'heures. J'étais toujours l'esprit compétitif. L'atout que j'ai toujours eu, c'est bien parler. Je sais parler, je sais m'exprimer. Fait que le monde, quand ils me parlent, ils ont ce genre de confiance qui se développe. Puis je parle jamais en mauvaise foi. Tu sais, si je rencontre une nouvelle personne, je vais jamais essayer de savoir des trucs sur eux pour les utiliser contre eux. Ouais. C'est plutôt parce que wow, qu'est-ce que tu fais? T'es intéressé à savoir je suis intéressé c'est qui cette personne-là et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter aussi. J'ai découvert l'année passée, puis cette année surtout, quand tu te poses des questions, même à quelqu'un qui te ressemble pas, t'apprends encore plus. Exact. Souvent, j'avais le réflexe, on en avait parlé dans un des podcasts. On avait reçu Sarah, puis on en avait parlé, que j'avais le réflexe de vouloir tout le temps m'entourer de gens qui sont comme moi, puis de cloner les gens. Je voulais monter une équipe, je voulais avoir une équipe qui me ressemble, mais d'avoir le réflexe de chercher en fait l'information dans quelqu'un que tu connais pas, ou que tu sais que cette personne-là est à l'opposé de toi, je pense que c'est encore plus pertinent. Exact, ouais. Non, 100%, tu sais. Puis à la fin de la journée, c'est un esprit contagieux qui se partage. Si tu veux le bien pour le monde autour de toi, ils vont tous grandir. Moi, j'ai un cercle d'amis qui est très, très petit, mais qui est très, on peut dire, entrepreneurial. J'ai un de mes amis, c'est un vidéographeur, photographeur, ça qu'il fait. J'ai un autre ami qui fait juste du marketing. Fait que, il a sa propre compagnie de marketing. Puis j'ai un autre qui est un comptable CPA, qui a sa propre base de clientèle. Fait que nous tous, quand on a encore ça assis, c'est comme, on parle chacun de la journée, à quel point, tu sais, c'est comme, man, je peux pas prendre des vacances, on peut pas tous prendre des vacances, tu sais, on est tous pris. C'est ça, c'est un peu ça la réalité. Ce qui est le fun, c'est d'avoir un cercle que ta clientèle devient la leur et leur clientèle devient la tienne, tellement que vous êtes solide et soudés. Ouais. Je pense que c'est inspirant de voir ça alentour de chaque personne. Puis quand j'ai débuté dans ma carrière, ça a été vraiment ça. Je me suis dit, il faut que je trouve un cercle qui travaille comme moi, puis qui ont le même réflexe. En plus, toi, c'est des amis ou c'est des connaissances qui sont devenues des amis? C'est des connaissances qui sont devenues des amis. C'est vraiment ça. Maintenant, tu sais, j'ai la difficulté. Tu me dis, c'est des amis ou c'est des connaissances? C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a tellement passé du temps ensemble, on se parle de tout et de rien, que c'est rendu des amis, tu sais. Ouais. Fait que... c'est ça, c'est sûr que dans le domaine où je suis, surtout, le monde, là, tu sais, automatiquement, quand on parle d'hypothèque, par exemple, il parle de taux d'intérêt, il parle de, tu sais, genre, dernièrement, j'étais parti à la réception de la sœur de mon meilleur ami. Je m'en vais là-bas, le monde dit comment, t'es courtier hypothécaire. Au lieu de me parler du mariage, ils me disent, est-ce que les taux d'intérêt, tu penses qu'ils vont baisser et tout? Fait que c'est quand même quelque chose de très, très commun, tu sais.
n'importe quel pays où est-ce que tu vas vivre, tu voudrais avoir ta propre propriété en dessous de toi, c'est ton propre toit. Fait que le monde sont très curieux. Ils sont très... Je trouve que je suis une personne quand même assez approchable. Genre, tu me vois, tu veux me parler, tu veux apprendre à me connaître. Même chose pour moi. Je vais te donner le même genre d'énergie. Je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur, tu sais. Si tu te fermes, les gens ne viendront pas te voir. Exact. Ouais. Ça, c'est d'un, tu te bloques pour des références, mais ça donne pas envie de venir te poser des questions aussi. Fait que si tu penses que tu as quelque chose de pertinent à te donner au public puis que tu veux le faire pour aider les gens, je pense que le best, c'est de laisser tomber le mur en avant. Puis on a tous des modes d'autodéfense dans la vie, mais je pense de laisser tomber ce mur-là puis de dire comme je suis prêt à aider tout le monde. Et quand tu arrives dans un 5 à 7, je veux dire, faut que tu sois outgoing, faut que tu sois capable d'aller parler aux gens, puis faut que tu fasses tomber cette barrière-là. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Ça fait 8 ans. Je suis dans le domaine de bancaire et hypothécaire et tout. 4 ans juste dans les hypothèques. Mon plus gros atout, honnêtement, je suis contente parce que tu m'avais demandé une question tantôt. Tu m'avais dit pourquoi est-ce que je me suis rendu là? Puis est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause de lâcher un salaire pour ça? Moi, je voulais rentrer dans ça plus parce que j'avais une expérience dramatisante, moi, personnellement. J'avais 21 ans, je voulais acheter ma première propriété. Puis chaque fois que j'allais visiter des places, les courtiers immobiliers qui étaient là, ils me prenaient pas au sérieux. Puis moi aussi, j'étais pas habillé comme une personne qui va aller acheter une maison. J'ai 21 ans, joggers, un petit hoodie, puis je m'en vais, OK, je voudrais bien voir cette maison. Puis on me parle de tout plein de trucs que j'avais aucune idée, tu sais. On parlait de, ici, tu as un espace de rangement, tu peux rendre ça une chambre. J'étais comme, OK, mais moi, je veux juste une maison, tu sais. Je veux juste... c'est mon budget. Je pense que j'aime... Les critères que je regardais, c'était très facile. C'était le plancher doit être beau, la cuisine doit être belle et les toilettes sont beaux. Puis les chambres, une bonne size, je suis correct. Je m'en fous des closets, des armoires dans les chambres et tout. J'étais très simple. Tu sais, à 21 ans, tu penses pas trop à, OK, est-ce que je pourrais faire une chambre de plus ici? Est-ce que je pourrais faire ça? Si dans 4 ans, j'ai des enfants, est-ce que je vais être dans cette même situation-là? Est-ce que je garde la maison 25 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je pense que tu étais vraiment plus dans là, ça me tente pas d'être en appartement, je veux une propriété à moi. Je peux afford d'avoir la mise de fonds puis d'être propriétaire. Tu étais dans ce mood-là. Un peu de tout ça. Fait que moi, j'achetais la propriété pour mes parents, genre. Comme la propriété qu'on avait achetée, c'est parce que nous, on habitait dans un appart pendant longtemps. Mes parents n'avaient pas vraiment les connaissances et ni le savoir de comment acheter une propriété. C'est pas aussi de l'information qui est publiée en ligne, tu sais. C'est pas tout le monde qui savent, OK, t'as besoin de tel montant de mise de fonds pour acheter une propriété. Fait qu'eux, ils étaient vraiment dans le néant, payaient un loyer. On était dans un beau petit quartier, on habitait à Côte-des-Neiges pendant 17 ans, tu sais. Mais après ça, on a déménagé à Côte-Vertu, dans un autre appart. Puis c'est là que ça m'a frappé. Après 17 ans, déménager dans un autre appartement, je demandais à mes parents, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on a déménagé de base? C'est comme, parce que là, vous êtes tous grands, on voulait vous donner une plus grosse chambre. Je suis comme, OK, mais pourquoi dans un autre appart? Je comprenais pas ça. Mais moi, travailler dans le domaine bancaire, ça m'a fait réaliser. Je voyais les clients passer qui achetaient des maisons, des propriétés. J'étais comme, OK, c'est mon tour de m'embarquer dessus. Puis l'erreur que j'avais faite, moi, c'est qu'il y a un courtier qui a voulu m'aider, parce que tous les courtiers pensaient que j'étais pas sérieux. Fait que le courtier qui voulait m'aider, pas dire de nom, c'est une ancienne courtière, elle travaille plus. Elle m'a référé à son spécialiste hypothécaire dans le temps. Fait que son spécialiste hypothécaire, il a fait mon hypothèque. Moi, je suis à une réception, à un mariage d'une de mes cousines à Toronto. Tu sais, quand tu achètes une propriété, tu as 14 jours pour donner le financement. La 14e journée, je me demande qu'est-ce qui se passe. Personne ne me répond. Lui, il m'a pas parlé, ça fait 7 jours. Je l'appelle, il me répond pas. J'appelle la courtière, il me répond pas aussi. Fait que là, moi, je suis comme, OK, est-ce que je pars à la maison? Puis le pire de tout ça, j'avais fait en sorte que mon père signe la résiliation de bail pour qu'on quitte l'appartement. Ouais, fait qu'on était rendu genre avril 30. On va dire, on avait encore un peu de temps. Mais moi, c'était mon orgueil, mon ego qui disait, je voulais pas le dire à mon père qu'on va pas avoir la propriété. Finalement, j'avais eu le financement la soirée même. Mais quand je dis la soirée, on a dépassé la journée, c'était passé minuit. Fait que lui, il me l'a envoyé, il l'a envoyé à la courtière, elle aussi. Grosso modo, elle a fait quelque chose de complètement illégal. Elle est partie voir le vendeur chez lui pendant qu'il changeait les pneus de son auto. Puis elle a dit, signe ici que tu as reçu l'hypothèque parce que sinon, on va te poursuivre. Puis elle avait marqué la date comme la date de la journée d'avant. Accusé de réception, la date de la journée d'avant. Ouais, exactement. Ouais, faites pas ça. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Faites rallonger le délai, mais faites pas ça. C'est ça, non. Tu sais. Puis moi, je comprenais pas. Encore une fois, pour moi, c'était comme, OK, j'ai un salaire, je travaille, j'ai la mise de fonds.
pourquoi est-ce que j'aurais pas la maison, tu sais. Puis lui, entre-temps, la journée que j'avais décidé de pas acheter, la journée que j'avais pas l'hypothèque, il voulait vendre la maison à quelqu'un d'autre. Fait que littéralement, la journée après, il avait une autre offre d'achat acceptée. Fait que elle est partie le stresser pour qu'il signe. Là, il y avait 2 offres d'achat acceptées. Puis le premier était là avant moi, 30 jours avant moi. Il n'arrivait pas à chercher son financement. Entre-temps, moi, j'étais rentré dans la transaction. Fait que là, on est 2 personnes qui a le financement ferme, prêt à acheter. Puis lui, il sait plus quoi faire. Il est comme, man, son courtier l'a mal conseillé. Mon courtier l'a mal utilisé aussi. Puis elle me pousse à faire quelque chose de plus. Puis moi, j'étais comme... J'en ai visité plein de maisons. J'ai acheté ma propriété à Île-Bizarre. J'en ai visité tellement dans l'ouest de l'île, genre à Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux et tout. Puis il n'y en avait aucune maison qui était aussi rénovée pour un aussi bon prix. Moi, j'ai pas voulu lâcher l'affaire. J'ai dit, c'est ça la maison que je veux pas rechercher encore une fois. Elle est comme, OK, je te donne le nom de cet avocat-là. J'appelle un avocat, j'ai dû le payer des sous, puis il met c'est-à-dire un legal, le terme me vient pas, mais il met un saisie sur la propriété. Okay. Mais un saisie sur la propriété que la transaction se complète pas tant aussi longtemps que les parties n'ont pas une entente. Une hypothèque légale? C'est ça? Non, parce que lui, il allait le vendre à l'autre personne. OK. Fait que moi, j'étais au milieu de la transaction, j'avais donné mon hypothèque aussi. Puis j'achalais ma courtière, je suis comme, qu'est-ce que moi j'ai fait de wrong dans ça? Pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas la propriété? Puis aussi, ça me stressait, j'ai fait en sorte que mon père signe la résiliation de bail. Grosso modo, on a passé des procès légaux et tout le 28 juin. Donc, rappelle-toi, le 1er juillet, on doit sortir de l'appartement. Le 28 juin, je reçois un appel de mon avocat qui me dit, c'est bon, vous pouvez déménager. J'étais comme, aïe. J'étais comme, ça, c'était stressant. Puis, il serait arrivé quoi? Si on aurait dépassé le premier, on n'a plus de bail. Honnêtement, j'ai un cheveu blanc ici, là, tu sais. il a poussé la seconde, est-ce que ça? Ouais, ça a poussé la seconde. Les journées avançaient, puis dis-toi, mes parents, ils ont commencé à pack leurs trucs. Ils ont commencé à faire des boîtes. Ah, tes parents étaient pas au courant, c'est vrai? Non, ils étaient pas au courant. Ouais, ils commençaient à faire leurs boîtes. Moi, j'étais comme... Okay. Le stress. Ouais, j'étais comme... Wow. Elle est comme, est-ce qu'on prend-tu le divan ou on le laisse? J'étais comme... On le laisse, comme, tu sais. Je savais pas quoi dire. J'étais en train de stresser. Là, 28 juin, on me dit, bon, t'es propriétaire, tu peux aller chercher, tu peux aller au notaire, signer et tout. Je me suis dit, OK, ça, ça change ma vie, tu sais. Puis là, j'ai commencé à réfléchir sur ça. C'est comme vraiment une expérience traumatique, là. Tu sais, honnêtement, j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi. Là, je me suis dit, OK, c'est quoi qui a mal tourné dans ça? Je suis comme, le spécialiste hypothécaire était complètement mauvais. Genre, il me répondait pas à mes appels pendant 7 jours de suite. Puis la courtière aussi, elle est tombée malade la journée que je devais donner mon financement. Donc là, je me suis dit, OK, je dois faire un des deux. Je veux aider le monde. Je veux pas qu'ils soient pris dans la même situation que moi. C'est là que je me suis dit, OK, moi, je veux aider le monde, que leurs parents, c'est la même chose. Ils sont dans le pays depuis longtemps. Quelqu'un qui connaît pas le système économique, tu sais. Que si tu sois un immigrant, que tu sois un Québécois qui est né ici, le système économique est pas public. C'est pas tout le monde qui comprenne que, OK, si on reste dans un appart, on paye un loyer. Quand on ne l'apprend même pas à l'école, fait que t'imagines. Exact. Tu rencontres aussi beaucoup de clients, c'est sûr, là, qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Écoute, il y en a beaucoup qui savent pas justement où ils s'en vont, puis sont comme, guide-moi, tu sais. Il y a des références qui rentrent, des gens qui arrivent de France, qui arrivent d'Europe, un peu partout, d'Afrique également, puis qui sont comme, j'ai aucune idée de ce qui se passe au Canada, peux-tu me guider, voici mes objectifs. Puis là, on pose des questions, on vient vraiment avoir les détails de ça, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que quand j'ai acheté ma première maison, je me suis senti exactement de la même façon. Pas nécessairement écrasé, pas nécessairement, mais peut-être mal compris, puis tu sais, tu te fais mettre en bas des autres, justement à cause de l'âge, parce que j'avais quoi, 23, 24. Tu sais, tes débuts de vingtaine, t'en as pas d'expérience, puis les gens te le font sentir. Exact. Et je me suis dit, je veux être le conseiller en sécurité financière que j'ai pas eu. Parce que moi, j'en ai pas eu du tout de conseiller. J'avais pas rappé, j'avais pas maximisé ma mise de fonds. J'ai payé l'assurance sur l'hypothèque au lieu d'avoir une assurance vie à part. Tu sais, c'est toutes des choses des erreurs qui m'ont apporté peut-être 10, 15 000 $ que j'ai perdu. Et j'ai pas eu l'accompagnement que je voulais avoir. Fait que c'est ça que j'ai voulu faire. C'est la même chose pour toi, je trouve ça super intéressant. Que tu as eu une histoire comme ça qui. Qui m'a allumé. Je pense qu'on a toutes des histoires de marde dans ce mois-ci. Quand j'ai acheté ma maison, là, on avait rencontré le courtier immobilier dans un... En fait, j'étais marié avec ma femme, puis on a rencontré le courtier immobilier dans un événement de mariage. Là, moi, parce qu'il y a plein de compagnies. Le salon de mariés. OK. Fait qu'on va là-bas, une bannière de courtier. On est comme, c'est cool, on jase avec eux autres, c'est bon. On se met avec un courtier qu'on trouvait bien gentil. On se pointe pour aller visiter la maison à Farnham. Le courtier s'est jamais pointé.
Il n'a jamais redonné de nouvelles. On l'a appelé 3-4 fois. Il n'a jamais répondu. Puis aujourd'hui, ce gars-là, il est plus courtier. Puis j'ai fait mes recherches. Ce courtier-là est dans une bannière qu'on connaît tous les deux. OK. Puis dans le fond, puis là, j'avais la maison. Quand on est allé, c'est le courtier vendeur qui était là. Il était comme là. Il dit, moi, je m'en venais débarrer à la porte. Je m'en venais pas faire des visites de maison. Il fait, OK, il a fait des appels. Il a déplacé rendez-vous. Puis finalement, on a passé avec lui pour l'achat de la maison. Là. Parce que justement, notre autre courtier s'était pas pointé du tout. Là. Wow. Ça a 22 ans, on savait pas ce qu'on faisait. On était comme, bon, mais il est pas là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Exact. Comme tu as dit, tout ça pour dire que c'est un marché saturé. Il y a beaucoup de conseillers financiers, il y a beaucoup de courtiers immobiliers, il y a beaucoup d'inspecteurs en bâtiment, beaucoup de courtiers hypothécaires. Est-ce qu'ils sont tous bons? Est-ce qu'ils font tous pour la même raison? Il y en a certains qui c'est vraiment de l'argent, tu sais. Il y en a certains qui c'est vraiment l'image. Je veux projeter que je suis un entrepreneur, je veux vraiment juste faire ça. Puis il y en a d'autres, eux, qui, je trouve qu'ils ont le plus gros succès, c'est eux qui ont... c'est la raison du pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, si tu aides une personne à acheter une propriété puis tu es content de l'aider, fait que tu prends pas une transaction comme étant ça c'est de l'argent ou ça c'est une publicité pour moi. Genre, tu sais, une fois que tu as fait, je sais pas, moi par exemple, je suis un courtier, un courtier hypothécaire. Okay, on va prendre mon exemple. J'ai financé leur propriété. Je vais les mettre sur mes réseaux sociaux pour dire que j'ai financé cette propriété. Moi, j'ai pas encore cet aspect-là. Tu sais, j'en vois d'autres courtiers qui le font, qui disent que, tu sais, j'ai financé telle propriété, telle chose, telle ça. Il y en a certains qui même prennent des photos avec les clients, tu sais. J'en ai vu plusieurs de ça, ouais. Ouais, qui prennent des photos avec les clients. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, tu sais. Je connais pas l'histoire derrière ça. Peut-être que c'était une grosse histoire et que vous êtes tellement rapprochés que vous êtes content de le partager. Mais il y en a certains qui prennent les photos juste pour montrer au monde que, regarde, voici mon succès, puis tu pourrais être là, tu sais. Puis c'est là que tu sais pas avec qui tu t'entretiens. Oui, mais c'est un couteau à deux tranchants parce que, tu sais, si tu as les valeurs à la bonne place puis tu veux aider les gens, mais tu veux en aider plus qu'un. Souvent, je donnais l'exemple, je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, mais si tu prends Mère Teresa puis elle rentre dans un village puis elle dit « Moi, je vais aider tout le monde », elle va pas aider 10 personnes pour aller se coucher. Elle va aider tout le monde. Exactement. Fait que tu sais, si tu utilises pas les outils, les réseaux sociaux, tu utilises pas les podcasts, tout ce qui est à ta disposition pour aider le plus de gens possible. Parce que juste il y a une personne aujourd'hui qui écoute le podcast puis qui dit moi ça clique avec ma vie, ça reflète ma situation, je veux prendre du temps avec lui, ben c'est une personne de plus que tu es capable d'aider. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est la partie que c'est dur de savoir si la personne, elle le fait justement pour show off ou elle le fait vraiment pour aider le plus de gens possible. Ouais. C'est la partie que ça, faut que tu prennes le temps d'appeler la personne puis de jaser avec. C'est vrai, ouais. On t'a vu au talk show de François Macaille la semaine passée. Ouais. T'es là, est-ce que t'es affilié avec eux? Est-ce que tu travailles avec eux en partenariat? Je pense que je t'ai vu donner des formations aussi là-bas. Oui, donc c'est sûr qu'à Groupe Macaille, je travaille une grande partie avec pas mal tous les courtiers là-bas. Au fur et à mesure des années, quand j'avais commencé avec un de leurs top courtiers, Nayab Tariq, on le sait tous. Oui, Nayab, oui. C'est ma conjointe. Fait que, avec ceci dit, ça a commencé en sorte que c'est la plus grosse performeuse à Groupe Macaille dans l'équipe. Alors moi, je finançais ses propriétés, puis François, il m'a dit, OK, mais t'as jamais eu de problème au niveau des financements et tout. Fait que je me suis dit, OK, je vais venir faire une présentation. Puis c'est là que ça a commencé. Puis oui, je travaille beaucoup avec l'équipe de Groupe Macaille parce que je veux pas, c'est de la business. Tu sais, c'est de la business. Puis eux, ils ont une bonne système en place. C'est une bonne agence immobilière. Je trouve qu'ils sont pas encore assez reconnus au niveau de leur capacité qu'ils peuvent faire. Mais moi, je trouve que c'est la bonne place à être. Fait que je travaille avec Groupe Macaille. Je travaille avec d'autres courtiers aussi, de d'autres bannières, mais pas nécessairement juste la bannière en tant que telle. Je pense que Groupe Macaille, c'est la seule bannière que je travaille en général avec. Mais les autres, c'est comme, tu sais, j'ai un agent à Remax 3000, peut-être 4-5 agents à Remax 3000, quelques-uns à Remax de l'Espace, Royal Lepage et tout ça. Ça, c'est plus des connexions individuelles et non la bannière. Puis est-ce que c'est comme du donnant-donnant au niveau des référencements ou il y a comme des splits, des ententes que tu prends avec les agences? À la fin de la journée, veux pas, nous, on n'en reçoit pas autant de clients que les courtiers immobiliers, mettons. Les courtiers immobiliers, c'est comme mes clients à moi. Je les considère vraiment comme des partenaires d'affaires, mais aussi mes clients. C'est eux qui vont me ramener des clients. Est-ce que moi, je vais en avoir autant que eux? C'est quoi les probabilités que mon client veuille acheter? Moi, la plupart du monde qui vont m'appeler, c'est parce que leur hypothèque arrive à renouvellement. Okay? Ils ont reçu une lettre de leur banque qui dit « Voici le taux d'intérêt qu'on me donne. Pavi, est-ce que tu penses que tu peux me donner quelque chose de mieux? » Oui, certainement. Viens me parler. Ou un autre client qui veut refinancer.
Je dis pas non. Oui, j'ai du monde qui veulent acheter, qui ont entendu parler à travers mes clients. Mais souvent, comment je fais le référencement, c'est que si le client m'appelle à travers une transaction que j'ai complétée avec Courtier X. Donc, Courtier X et moi, on a aidé un client à acheter une propriété. Ce client a tellement aimé la transaction qu'il est parti parler à ses confrères. Et un de ses confrères m'appelle. La première personne que je vais référer le client, c'est le courtier que j'ai travaillé avec et non une autre personne. Tu comprends? Parce que c'est le service qu'on avait donné qui a fonctionné. Ouais. Comment tu as un CRM qui retrace tout ça? Tu as quelque chose en place de solide ou c'est pas juste encore. dans ta tête? Non, c'est pas encore, mais c'est difficile à dire, c'est difficile à décrire. Ouais. Je suis pas trop technologie. Honnêtement, je suis vraiment pas technologie. C'est fou à dire. Le monde me croit pas. Ma petite sœur sait utiliser mon téléphone. Ben, ok, c'est normal que ma petite sœur sait utiliser mon téléphone mieux que moi, mais genre ma mère peut utiliser peut-être Instagram mieux que moi. Honnêtement, je suis vraiment. C'est ta mère qui va connaître ton Instagram puis ta page Facebook. On prend des photos tantôt, on en met avec toi. Je te montrerai comment faire. Ouais, c'est ça, tu sais, comme beaucoup des choses, je suis ignorant au niveau technologie, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je dois apprendre. Puis c'est aussi, ça qui est difficile dans notre domaine, c'est que si t'es pas une personne technologie organisée, t'as deux choix. Soit tu le deviens, mais tu vas jamais devenir aussi bien qu'une personne qui aime faire ça, ou tu engages une personne qui va le faire. Tu délègues ça. Tu délègues, exactement. Mais au moins, tu le fais, les réseaux sociaux, tu le fais, tu prends le temps de... un petit peu. Là maintenant, tu sais, comme je t'ai dit, on est en train de travailler sur quelque chose de marketing avec moi puis mes confrères. Mm-hmm. Alors, ça s'en vient, mais je veux pas aussi juste commencer un petit truc. Je me connais, tu sais, je vais commencer je sais pas, un post marketing. Puis après 2 mois après, je vais revenir. Tu sais, le monde va se dire, OK, mais là, est-ce qu'il veut faire du marketing? Il ne veut pas faire. Ouais. Fait que je suis en train de planifier tout ça pour faire en sorte que, tu sais, l'année au complet, je suis prêt. Mm-hmm. Donc ça, c'est important. C'est de vraiment déléguer ton temps et de faire ça. Mais pour répondre à ta question, sans tourner autour du pot, j'ai pas d'Excel. C'est dans ma tête. Puis j'utilise un agenda pour écrire chacun des choses. Ah oui, à la main? À la main. Tu sais, je dis, OK, courtier X, il m'a référé tel client. Quand est-ce que la transaction a closé? J'ai la date. J'ai tout ce qui va avec. Wow. Fait que si un client m'appelle, moi aussi quand je s'ouvre le numéro du client, admettons, je sais pas moi, le client s'appelle Marc, il m'a été référé par Phil. Je dis Marc, client référé par Phil. Fait que quand il m'appelle, je sais c'est qui l'a référé. Fait que là, tu check Marc référé par Phil, Phil référé par Jean, Jean référé par Denise, Denise référé par... tu vas retrouver 10 noms plus tard. Ah, OK, c'est lui le client, le premier client. Là. Je t'avoue que c'est redondant puis c'est très, très compliqué, là, mon système. C'est quelque chose que je suis en train de revoir, comment, tu sais, le rebuild. Parce qu'au début, quand je commençais, c'était facile. Tu sais, OK, on va l'écrire et tout. Maintenant, après avoir fait, genre, proche de comme 1000 financements, je suis perdu. Tu sais, OK, telle chose se passe et tout. Fait que je peux pas me plaindre que la business elle est en train de me garder occupé. Tu as fait 1000 financements en 4 ans? J'ai bloqué la même affaire. 1000 financements en 4 ans? Ouais. J'en ai fait une moyenne beaucoup. de 250 par année? Non, mais j'en avais eu des bonnes années. Tu sais, quand je travaillais je veux pas dire 1000 financements en 4 ans de juste spécialiste. Je veux inclure aussi ce que je faisais pendant les 8 ans de temps. OK, en 8 ans. Ça ferait plus de temps. Mais je dirais que... Sens. Ouais, si je disais depuis que je suis courtier, combien de financements est-ce que j'ai fait dans les 4 ans? C'est difficile à dire, peut-être 400. Je fais au moins 100 transactions par année. Fait que 400... Oh, c'est un bon début, 2 par semaine. Bon, ouais. Mais tu sais, comme par exemple la pandémie, ça m'a vraiment surpris. Genre. Ça, c'était des numéros de transactions que je me suis jamais dit que ça va être atteignable. Il y avait des années où j'ai fait genre 180. J'étais comme... Oh. En tout cas... Hey, j'ai une question pour toi. Je sais pas si on sort un peu du sujet, mais par rapport aux hypothèques, y a-tu comme un edge en tant que courtier hypothécaire d'être dans une région comme Montréal ou l'ouest de l'île, puis d'avoir une clientèle, mettons, qui a des hypothèques plus élevées versus quelqu'un qui est sur la Côte-Nord? Oui et non. Mais c'est comment tu vas t'établir. C'est le comment tu vas t'établir dans l'ouest. Tu comprends? Admettons, on va dire Hampstead. Hampstead, c'est un gros quartier. Tu sais. Comment est-ce que tu vas devenir le courtier hypothécaire? Tu peux devenir un courtier immobilier en vendant des maisons, le monde va voir ta pancarte. Mais quand tu es courtier hypothécaire, tu peux pas aller mettre ta pancarte qui dit « J'ai financé cette propriété ». Fait que c'est juste du bouche à l'oreille. Puis souvent, c'est pas tout le monde qui vont savoir ton nom. Fait que je trouve que c'est très difficile de... T'aurais-tu le droit d'aller mettre une pancarte « J'ai financé cette propriété » ? C'est une bonne question. J'ai jamais pensé. Si t'as le droit, non, why not? Je sais pas si l'AMF me laisserait faire ça. Moi, je te dirais, vérifie avant que le podcast sorte. Ouais. Puis si jamais tu peux... Ouais. Why not? Oui, fais-le. Tu serais le premier courtier hypothécaire au Québec à faire ça. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée.
Mais pour aller chercher une clientèle sur un quartier spécifique, c'est très, très difficile. Je dirais que moi, je fais des financements même en Ontario, même à BC, genre British Columbia. Tu peux en faire ailleurs dans le Canada? Je peux en faire, ça dépend de c'est quoi la transaction, parce que les banques me permettent. Genre, même les spécialistes hypothécaires peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'ils ont le réseau qui rentre? Pas nécessairement. Toi, tu as le réseau? Ouais, parce que moi, ma famille au complet est en Ontario. OK. Moi, je suis comme... on est la seule famille de ma branche de famille ici à Montréal. Fait que toute ma famille est en Ontario. Puis j'ai quelques amis à moi, des bons amis, qui ont déménagé à Vancouver. Puis un d'eux, c'est un joueur de football. Fait que lui, il a un gros réseau. Des Lions? T'es un fan de football, là. Honnêtement, je sais pas à quelle équipe il joue. C'est une mauvaise chose à dire. On va couper cette partie. On va couper ça. C'est mon meilleur ami. Non, c'est pas mon meilleur ami. C'était un bon ami à moi. On s'est rencontrés à travers le travail, tu sais. Fait que pour lui, c'est comme... On a comme... Quand on a commencé à t'aider ensemble, on faisait un training ensemble. Puis on est devenus super proches. Puis il a déménagé là-bas. Puis il a une bonne carrière et tout. Je vais aller chercher qu'est-ce qu'il fait. Mais il joue pour la NCAA. Non, pas NCAA. Qu'est-ce que je dis? Canadian... League of Football. CFL. Ouais, CFL, c'est les Lions. Les Lions. Ok, ça se pourrait fortement qu'il y ait... J'étais là le 2 mois devant le stadium. Il joue là. Okay, c'est le plus beau stade de la Ligue canadienne. C'est fou. Des millions de fois de venir là-bas. Je suis jamais allé le voir. C'est fou. Ouais. Moi, je veux retourner à Vancouver. Fait qu'on y revoit. 100%. J'ai aussi un autre de mes amis ici à Montréal. Je sais pas si tu connais Sanders. Et il jouait pour Canadian Football League. Sanders? Il jouait pour Montréal? Est-ce qu'il jouait pour Montréal? Non, il jouait pour Ontario. Une équipe en Ontario. Il y a une équipe Toronto, il y a Ottawa puis Toronto. C'est quoi les équipes, les noms? Argonauts et Reds de Ottawa. Je pensais les Reds d'Ottawa. Son jersey rouges. était rouge, ouais. Ouais, rouge. Ouais. Okay. Je connais pas, mais ça fait longtemps que je suis plus vraiment ça, mais en tout cas, je trouve ça le fun. Tu dis Vancouver, il joue pour la boule, là, je suis comme... Ouais. Fait que c'est ça dépend de ton réseau, tu sais, à la fin de la journée. Puis comme je t'ai dit, je suis une personne extrêmement amicable. Fait que le monde, quand il me parle, il voit. Parce que moi, si admettons, tu veux faire ton financement avec moi et on passe à travers le projet, moi, je vais m'assurer que c'est comme si moi, je l'achète. Je veux pas te donner une mauvaise décision. Si, admettons, tu me dis que tu veux prendre, je sais pas moi, tu veux acheter la propriété, tu veux le financer. Parce qu'on peut donner des taux d'intérêt pour 10 ans. J'ai déjà eu du monde qui m'a dit, pourquoi tu me donnes pas le 10 ans? Pourquoi tu vas prendre 10 ans? C'est quoi la garantie que dans 10 ans, les taux vont être aussi élevés que ça ou aussi bas que ça? Ouais. Fait que c'est un conseil à apporter. Qu'est-ce qui garde sa propriété 10 ans en moyenne? C'est très peu. Il y a une étude qui démontre, t'as très raison, il y a une étude qui démontre que même si tu prends 5 ans, au bout de 3 ans, tu vas soit briser ton hypothèque pour la refinancer, soit pour la vendre. Il y a plein de choses qui se passent en dedans de 3 ans. 3 ans, c'est un gros changement de vie. Okay. Tu emménages, puis t'aimes la propriété, mais il y a plein de choses. Séparation aussi. Séparation aussi, ouais. Fait qu'il y en a beaucoup. Moi, mes clients, quand ils me disent je veux prendre 5 ans fixe, pas de problème. Considère le fait que je demande toujours la question, est-ce que vous allez acheter d'autres propriétés dans le futur? Puis souvent, pour eux, c'est comme non, ils voient juste leur but en ce moment. Je vais acheter ma première propriété, puis that's it. Je veux juste la payer. Parce qu'il y a du monde, là, comme quand tu achètes ta première propriété, tu n'arrives plus à dormir. Tu regardes ton compte bancaire, c'est plus tu as autant d'épargne et tout, c'est comme ton compte bancaire n'a pas grand-chose, puis tu as une grosse dette. Tu descends en bas, tu vois, ça te dit hypothèque. Puis là, il y a des milliers de dollars. Moins 350 000, t'es comme, oh my God. Ouais, ça, c'est ce que j'ai fait. Exact. C'est ton net worth, c'est ta valeur, tu sais. T'es comme, 350 000, comment est-ce que je vais payer ça? Puis il y a du monde qui pense juste à ça, comment est-ce que je vais payer ça? Il y en a d'autres qui se disent, parce que le système canadien ne veut pas, c'est un très bon système, du sens que pour aller emprunter de l'argent et te faire de l'équité, tu n'achètes pas la maison comptant. Tu mets une mise de fonds. Une chance, ouais. Mais pas content. Il y aurait 1% de la population propriétaire. Exact. Mais il y a des pays qu'ils n'ont pas encore ce système. J'étais parti en Allemagne, puis l'immobilier en Allemagne, comparé à ici, c'est complètement différent. Hein. J'ai vu des buildings de condos abandonnés en Allemagne. J'étais comme, comment ça? À Montréal, il n'y aura personne qui aurait abandonné son condo comme ça. Tu vas essayer de le vendre, tu vas essayer de faire quelque chose avec. Mais là-bas, il faut absolument que tu aies 25% pour acheter ta propriété. Et des fois, ils vont même pas te financer si tu n'as pas le travail qu'il faut. Genre, si tu as un travail à risque, qu'eux, ils trouvent que c'est risque. Par exemple, je sais pas moi, tu es... autonome. Autonome, là-bas, c'est un big no, genre. Il n'y a pas beaucoup d'import-export en Europe. Si tu as remarqué, il n'y a pas beaucoup de ça. Il n'y a pas autant de camionneurs là-bas. J'ai vu complètement une réalité différente. Je m'en vais là-bas, puis je conduis dans l'autoroute, puis je vois pas autant de camions, comment ça? Puis
je m'en vais dans les magasins, faire de l'épicerie. C'est tous des produits européens. Il n'y a pas de produits importés. C'est tout local. Ouais. Au Canada, ici, tu trouves de tout. Tu sais, on était parti à un mariage pour... c'est une des filles d'une des sœurs de mon père. Puis on s'en va là-bas. On devait amener de la bouffe d'ici, comme pas de la bouffe faite, mais comme... c'est un genre de chips comme qu'on fait, on mélange et tout. On a amené ça, on a amené un bagage complet de ça. Je regardais mon père, je suis comme, pourquoi tu ramènes ça? Et il me dit, non, il n'y a pas de ça là-bas. Mais tout ça pour dire qu'on est dans une bonne place au Canada. On a comme un très, très bon système économique, un bon système bancaire, que si le monde le connaissait, qu'ils peuvent en prendre avantage, ça serait malade. Ben, on le voit là, avec le COVID, depuis le COVID, tu peux pas juste faire le copier-coller de ce que tes parents ont fait. Exact. Tu peux pas faire, écoute, dans les 15 dernières années, voici comment on faisait pour mettre une mise de fonds de côté, on en mettait dans notre compte chèque. Tu dois tout y. Tu dois écouter des podcasts, tu dois googler, tu dois avoir des gens dans ton entourage qui te permettent d'aller à un autre niveau, parce que si on fait juste prendre le CELIAP comme exemple, ben, tu peux aller upgrader la situation financière de beaucoup de clients juste en leur parlant de CELIAP. Exact. C'est quelqu'un qui a la liquidité cash pour acheter, là. Ouais. CELIAP. Exact. Tu déposes dans ton CELIAP, tu as ton retour d'impôt, pas besoin de le rembourser, c'est un cadeau du gouvernement. Il faut que les gens soient outillés. Ouais. Si tu utilises tous les outils, que tu fais du rendement sur tes placements, que tu utilises tout ce qui est à ta portée, que tu rappes tes REER qui sont peut-être collectifs au travail, tu utilises tout ce que tu as autour de toi, tu verras pas une différence avec 10 ans. Il faut juste que tu utilises les outils que tu as. Exact, ouais. Mettre ça dans un compte chèque, ça va commencer difficile. Il faut que tu fasses 50$ de l'heure, puis il faut faire que ça soit un couple qui... pour acheter quelque chose à Montréal. Là. Ouais. C'est un bon point que tu amènes. Il y a du monde qui, comme je t'avais dit au début, ils n'ont pas les connaissances financières. Genre, j'avais rencontré un couple qui était nouveau ici. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient là. Lui, ce monsieur, il était... il travaille... il était... comment on dit ça? IT. Technicien informatique. Technicien informatique, exactement. Donc, il travaille dans les ordinateurs, fait qu'il a un bon salaire. Lui avait comme 150 000 $ de salaire par année. Sa femme, elle aussi, mais elle était plus débutante, fait qu'elle avait comme 98 000. En gros, il faisait 250 000. Puis là, je suis comme, OK, combien d'épargne t'as? Il me dit 0. Je suis comme, wow. Combien de dettes t'as? J'ai 40 000 $ de dettes sur une carte de crédit, sur une marge de crédit, sur tout plein de choses. Je suis comme, OK, pourquoi tu épargnes pas? Il est comme, t'as vu mon salaire? T'as vu mes dettes? Comment est-ce que je vais épargner? Je le regarde, je suis comme... Non, attends, on va reprendre cette conversation. Si tu fais 250 000 $ par année, tu n'es pas capable d'épargner de l'argent. Il m'avait dit, combien de temps, je viens te voir pour acheter une maison dans la prochaine comme dans 2 ans. Guide-moi. C'est ça qu'il m'a dit. Mm-hmm. Moi, ce que je lui ai dit, c'est première des choses, parce que souvent, c'est ça, le monde, quand ils sont pris avec des cartes de crédit, des grosses dettes, des prêts d'auto et tout ça, ou des marges de crédit qu'ils ont utilisées, que la banque les a données, ils sont plus capables de le payer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Leur salaire rentre. Ils vont payer, OK, moi, je vais mettre une grosse partie sur la marge de crédit. Et là, ils ont mis presque tout leur salaire sur la marge de crédit. Ils n'ont plus d'argent dans leur compte bancaire. Ils sont mal pris. Reprennent la marge de crédit. Reprennent l'argent. Est-ce que la marge de crédit se fait payer? Non. Et en plus de ça, il y a l'intérêt qui s'ajoute. Là, moi, je les conseille. Je dis, va te prendre un prêt consolidation à travers la banque. Il me dit, ils vont-tu m'autoriser? Je suis comme, vas-y le prendre avant que ton score de crédit il baisse complètement puis que la banque ait peur de te le donner. Puis le conseil que je dis à tout le monde, si ta dette, c'est avec la banque, je sais pas moi, TD, va voir la banque TD. La banque TD va t'ouvrir les portes. Ils vont préférer te donner un prêt de consolidation, fermer toutes tes cartes de crédit, tes lignes de crédit pour ne risquer de ne pas recevoir leur argent. Parce qu'il y a du monde qui vont, au bout de 50 000, ils vont se dire, OK, faillite, je suis plus capable de payer ça. Fait que la banque, elle aussi, elle veut avoir son argent. Avec, peut-être ils vont perdre un peu d'argent, mais ils préfèrent faire une entente avec toi. Tu sais, ils aiment pas ça, le procès légal, chercher après quelqu'un pour qu'il les paye et tout. Mais non, c'est comme quand ils font une saisie de propriété, ils veulent pas faire ça. Là. Non, c'est pas payant. C'est ça, eux, les banques, quand ils reprennent les propriétés, c'est pas pour faire un profit. Ils le vendent à la valeur qui restait l'hypothèque plus les intérêts. C'est pour ça que le monde, c'est la folie furieuse. Quand c'est une reprise de possession, le monde veut tous acheter ça parce que c'est comme en liquidation. Mm-hmm. La banque, elle n'est pas dans le domaine de prêter de l'argent pour faire un gain capital dessus. Ils veulent juste leur intérêt. C'est tout. Fait que, grosso modo, j'ai expliqué à mon client, va te prendre un prêt de consolidation. Parce que lui, il payait à peu près 2 000 $ ou 2 à 3 000 $ aux 2 semaines pour ses dettes seulement. Ça finissait pas. Puis il y avait des membres de famille au pays, ils viennent de l'Inde, fait qu'ils les aidaient eux aussi, fait que ça finissait pas. Il a pris un prêt de consolidation. Là, la banque lui a dit, OK, tes paiements vont être 750 $ par mois. C'est toi, il est parti de 2 000 $ aux 2 semaines à 750 par mois.
right? Ouais. So, pour lui, c'était un méchant changement. Il était comme, wow. Ça lui permet d'acheter. Exact. Ouais. Un, ça le permet d'acheter, puis de deux, là, ses responsabilités mensuelles, c'est seulement $750 par mois. Pas plus que ça. Fait que lui, il doit juste s'occuper de payer ça. Après ça, j'ai dit, OK, mais pour la mise de fonds, qu'est-ce que tu veux faire? Va te prendre un prêt REER. Ça va t'aider pour tes impôts de cette année, de mettre un REER parce que tu vas payer beaucoup d'imposition. Ouais. Puis de deux, tes REER doivent être dans le compte pendant 90 jours. Fait qu'il a pris un prêt REER de 35 000. Vu qu'il épargnait tellement d'argent, il a pu payer son prêt REER en genre le 3 mois qu'il a même versé. Fait que pendant 3 mois, son REER accumulait des intérêts. Puis le prêt REER, il l'a payé parce qu'il a fait tellement d'argent. Puis ce client-là qui voulait acheter dans 2 ans, il a acheté en 3 mois. J'étais méga saisi. C'est vrai que ça démontre des fois de prendre un pas de recul. Ouais. Ça te donne justement la swing pour avancer beaucoup plus vite par après. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est cool. Plus t'es proche d'un dossier, plus c'est difficile. Parce que là, tu dis, oui, je peux être compétent dans une branche, mais c'est vraiment... Je pense que chaque domaine devrait faire ça parce que, tu sais, en sortant, t'as donné une recommandation qui était un peu comme la recommandation que j'aurais donnée au niveau du prêt REER. Est-ce qu'il y avait des enfants de leur côté? 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Ouais. Donc, ça a augmenté les allocations aussi. Il Exactement. faut prendre ça en considération. Tu prends un prêt REER de 35 000. J'avais pas pensé à ça. C'est Ils des ont connaissances augmenté que tu leurs me donnes. allocations, là. Ça se pourrait. Il y a des grandes chances. Mais là, il y a quand même des gros revenus, mais il y a des grosses chances d'avoir augmenté les allocations familiales. Étant donné qu'ils ont baissé leurs revenus. Ouais. Bon Là, fait que point. là, t'arrives avec un autre plus-value que tu considères même pas dans le budget, mais là, ils ont des plus grosses allocations. Fait que, tu sais, c'est toutes ces choses-là que on veut être bien entouré, on veut avoir des conseils qui sont pertinents. Ouais. Puis ça paraît que tu l'as fait pour aider des clients parce que sinon, tu serais pas allé jusque-là. Ouais, Clairement. tu T'aurais sais, pu réussir en dedans de 2 ans, puis... Exact. Tu sais, entendre la situation du client, j'aurais simplement dit, OK, mais première des choses, paye tes dettes, va me chercher une mise de fonds, viens me voir quand t'es prêt. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais pu simplement lui dire ça. Paye tes dettes, je pense pas que toi, ça va marcher. Ouais. Mais j'ai pris la peine de lui expliquer ça, puis lui, il est tellement reconnaissant. Jusqu'à aujourd'hui, il parle de moi à tous ses amis. Il dit, non, tu va le parler. J'ai une autre cliente qui m'a appelé récemment, puis ils savent pas ça. Et je suis vraiment surpris parce que, étant donné que moi, ça fait trop longtemps que je suis dans le domaine, il y a du monde qui m'appelle qui me disent, Pavi, mon hypothèque arrive à renouvellement, j'ai mon prêt d'auto à payer, j'ai une marge de crédit que je suis pas capable de payer, puis en plus de ça, la banque me donne un taux d'intérêt beaucoup plus haut, mes paiements vont augmenter. Je suis à bout de dépression, qu'est-ce que je fais? Je dis, on va refinancer, on va mettre tout ça sur un seul paiement. Ils disent, on peut faire ça? Quand ils me demandent cette question-là, je dis, on peut faire ça? Ben oui, bien sûr qu'on peut le faire. Puis... L'institution veut juste se faire payer. Là. Ouais, c'est T'sais. ça, exact. Puis même si l'institution financière, elle est contente parce qu'elle peut faire plus d'intérêt, surtout quand tu refinances. Ouais. Si tu refinances sur du long terme, eux vont faire plus d'argent. Exact. Mais toi aussi, tu vas faire plus d'argent. C'est ça que les gens... Souvent, j'entends souvent ça. Okay? C'est vraiment, c'est clair. Là. Les gens sont comme, eh non, je veux pas payer trop d'intérêt. Non, je vais payer ben trop d'intérêt si je fais ça. Je vais en donner ben trop à l'institution financière. Mais c'est correct de te donner si tu reçois plus. Mhm. C'est comme parler des frais de gestion. On s'en fout des frais de gestion. Qu'est-ce que tu as net dans tes poches? C'est Exact. ça qui est intéressant. Ouais. Tu sais, la personne qui part d'un point X puis qui dit, là, moi, je veux pas refinancer, je veux pas payer 15 000 de plus d'intérêt sur 25 ans, je ferais pas ça de cette façon-là. Ouais, mais si ce 15 000-là que tu donnes de plus à l'institution financière, t'en donnes 60 000 de plus dans tes poches au bout de 25 ans parce que tu vas investir cet argent-là, Ouais. tu vas la mettre en REER, tu vas avoir tes allocations familiales qui vont augmenter, tu vas avoir ton retour d'impôt, tu vas pouvoir payer tes dettes plus rapidement. Faut que tu penses à ça. Faut que tu Exact. ailles plus loin que juste la façade de l'institution fait 15 000 de plus. Tant mieux. Ouais. Si toi, t'en as plus dans tes poches. Exact, exact. Comme tu as dit, c'est un bon point à porter. Il y a tellement de choses qui sont disponibles dans le système bancaire, dans les produits offerts par la banque, que des fois, c'est juste que, comme je disais au début, c'était un domaine saturé. Il y a beaucoup de conseillers financiers, beaucoup d'inspecteurs en bâtiment, puis beaucoup de courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Fait que quelqu'un va simplement dire si la situation du client n'est pas adéquate, genre, il ne va pas penser trop loin. Il va juste dire, OK, je pense que toi, tu n'es pas prêt. Viens me voir dans 2 ans parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Tu comprends? Genre, j'ai d'autres monde à aller voir, fait que je veux pas... C'est bon, on arrête ça là. Mais la joie derrière ça, c'est inimaginable. C'est honnêtement. d'aider. Ouais, c'est ça. T'amènes quelqu'un qui est dans une situation précaire, Ouais. puis tu l'amènes, puis tout est beau. Exact. Écoute, ça vaut... c'est ça la paye. Je pense que je suis vraiment content qu'on a les mêmes valeurs. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. 100%. Je pense qu'il y a une question que je pose souvent vers la fin. On est-tu rendu là pas mal? Combien de temps? On était un petit peu serré dans le temps aujourd'hui, là. Bon, on a encore Non, il du me temps, reste mais du temps, vas-y. mais j'aimerais Écoute, ça aller vas-y, développer shoot la là-dessus question, pas mal. j'adore.
sais, moi, ce que j'explique à mes clients quand je fais l'analyse de besoins financiers, je leur pose des questions sur leurs objectifs, on vient voir c'est quoi leur valeur. Moi, je veux être capable de donner des recommandations qui sont précises aux clients avec ça. Puis quand je viens poser des questions, je veux... il y a une image que je leur présente tout le temps. Je leur dis, si votre vie en ce moment, c'est comme un Polaroid. Tu prends une photo de ta vie en ce moment, elle est claire. Hein? Tu la vis à chaque jour. Tu as ta routine, tu as tes choses, tu as tes hobbies. Tu sais c'est quoi ta photo. Ta photo dans 10 ans, est-ce qu'elle est claire? Puis toi, de ton côté, est-ce qu'elle l'est? Ta photo Pavie dans 10 ans, est-ce qu'il est rendu avec une équipe? Est-ce qu'il y a des adjoints? Où est-ce qu'il est rendu? À quoi ressemble ton Polaroid? Oui et non. C'est clair. Je trouve que oui, c'est clair. Parce que c'est sûr qu'il faut que tu saches où est-ce que tu t'enlignes. Puis là, maintenant, étant donné que je vois qu'est-ce que je suis capable de ramener, qu'est-ce que je veux faire, c'est sûr que le portrait est très clair. J'ai vraiment ma vie figurée. Dans 10 ans de maintenant, je dirais que je vais avoir mon équipe, du sens que je veux créer une vingtaine de personnes comme moi, une trentaine de personnes comme moi, et quand le client il les appelle, on cherche des solutions. Et non, on le voit juste comme, comment dire, process. Ouais. Genre juste, tu sais, sinon, si c'est pour que je te demande, OK, envoie-moi ta mise de fonds, envoie-moi ci, tu peux faire ton application en ligne toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir un permis de courtage pour ça. Ouais. Moi, je suis là pour te donner une solution. Fait que mon but à moi, dans 10 ans, c'est de mener 30 personnes. On l'espère. Peut-être plus. On verra comment la vie se déroule et comment la business aussi elle développe. Mais avoir 30 personnes en dessous de moi qui vont vraiment développer ça. Puis moi, c'est vraiment créer mon brand, peut-être ma bannière. Ça reste à voir. Ça, l'image est floue pour cette image est floue parce que j'ai acquis une bonne bannière en ce moment. C'est ça, j'allais poser la question justement. La bannière que tu avec, c'est Dominion? Dominion Lending. Okay, ouais. C'est bon. Puis pourquoi Dominion? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu choisisses eux ou les Hypothéca, Multiprêt, etc.? Là? C'est le fait que c'est le propriétaire. Je voulais m'associer à le propriétaire de l'agence. Le propriétaire de l'agence, Dominion Lending, c'est... il a sa compagnie d'hélicoptères. Il fait des rides d'hélicoptères. L'autre, on l'appelle Monsieur Argent, tu sais. Il y a beaucoup de sous, il a développé à travers l'immobilier, il y a un hôtel, il y a plein de domaines. Fait que eux, ils ont commencé le Dominion Lending en Vancouver. Pour répondre à la question, c'est pour ça que tu me demandais pourquoi est-ce que je suis capable de faire Ontario et tout ça. C'est parce que Dominion Lending est à Vancouver, est en Ontario, est à Montréal, est à Québec. OK. Fait que c'est un des compagnies de courtage qui est vraiment, pas worldwide encore, mais Canada. Fait que j'étais parti à une conférence en Mexique avec comme les tops du top courtier Dominion Lending. Puis j'ai rencontré du monde de Vancouver, rencontré du monde d'Ontario. Puis juste partager nos connaissances et un peu comprendre ça, j'étais comme, je suis à la bonne place. C'est pour ça que je me suis dit, si moi je veux créer ma propre bannière, il faut que ce soit meilleur que ça. Oh, j'adore ça. Ouais, si c'est pour être la même chose, je suis quelqu'un de très, très loyal aussi. Tu sais, si je te joins pour longtemps. J'ai déjà eu du monde, des courtiers qui me disent « OK, mais toi, tu travailles beaucoup de courtiers. Si je t'envoie des clients, est-ce que tu vas envoyer mes clients ailleurs? » Je vais dire « Non, pas du tout. » Même si ton client, à la fin, il veut pas travailler avec moi, je vais te le dire que tu sais, ton client, c'est ton client. J'ai déjà eu du monde que ils me réfèrent leurs clients, étant donné qu'ils étaient occupés ou ils sont tombés malades. Comme je disais, on peut pas tomber malade dans notre domaine. Si on tombe malade, quelqu'un d'autre va prendre le client, right? Ouais. Le client, finalement, il revient me voir, il me dit, j'ai une promesse d'achat. Je suis comme, OK, nice, avec telle personne, vous avez acheté? Non. Fait que moi, mon référencement que j'ai promis à la personne qui m'a référé le client, je vais quand même le donner. Je vais quand même lui dire, regarde, je m'excuse de ce qui s'est passé. Je n'étais pas au courant. Mais je suis très loyal, tu sais. Fait que dans 10 ans, si je peux créer... une bonne relation. Exactement. Ça te revient, ça. Ouais. La relation est plus importante. L'argent, ça vient et ça part. Comme je disais avant le podcast, je me suis fait voler dans mon auto pendant une pleine réception, là, pendant la fin d'un mariage. Tout le monde autour de moi s'inquiétait. Ils disaient, appelle la police, appelle ci, appelle ça. Moi, je dis, OK, non, tout le monde, on rentre dedans, on continue à faire le party, on va enjoy la soirée, puis demain, on va s'occuper de ça. Parce que qu'est-ce que la personne va faire avec mes trucs volés, tu sais, mes cartes de crédit, tout ça. OK, je peux appeler à la banque, tout va être réglé le lendemain. Ouais. Ça pour dire, dans 10 ans, je vais avoir ma bannière si je suis capable de le créer, mais la plus importante partie, c'est d'avoir une équipe qui est capable de donner les mêmes solutions que moi. Comme ça, je sais qu'il y a 30 personnes comme moi qui, quand tu les appelles, ils vont vraiment te guider dans la bonne route. J'ai déjà eu du monde aussi que je l'ai dit, retourne à ta banque, c'est mieux d'aller voir ta banque. Je trouve que c'est pas tout le monde qui va en faire ça. C'est très, très, très rare. Ouais. Très, très rare. Puis vraiment, c'est quand tu mets d'avant le besoin du client et non ton besoin à toi de faire un salaire.
cette personne-là, même si elle est à sa banque, va te référer d'autres clients par la suite à toi et non à sa banque. Exact, ça s'est passé exactement ça va comme revenir. ça. J'avais un client qui a acheté une propriété, c'était complexe. On a réussi à avoir le financement. Il a dit à son partenaire, parce qu'il avait acheté un condo avec son partenaire, il m'a dit, OK, mon partenaire va t'appeler parce qu'il achète une autre propriété, il veut refinancer ses propriétés. Lui, il a genre toutes ses propriétés avec RBC. Il a genre 10 portes. Il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu peux me donner? Non. Je veux refinancer une de mes propriétés à RBC. Je suis comme, c'est quoi ton taux d'intérêt? Il me dit 1,80%. 1,80%. Je suis comme, OK, tu penses que je vais donner un meilleur taux d'intérêt qu'à RBC? Il me dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Je suis comme, non, je peux pas faire mieux qu'RBC. Moi, je te conseille, parle avec RBC. S'ils peuvent faire ton financement, moi, j'irai de l'avant avec RBC direct de base. Puis après, pour ton nouvel achat, tu veux explorer les options d'intérêt, viens me voir, on va en parler. Puis il est revenu me voir. Ouais, c'est clairement. Ouais. Tu sais, comme... 100% dans son intérêt. Là. Exact. Il a vu que tu étais transparent, que tu étais cash avec lui. Fait. Ouais, c'est ça. Ça m'aurait pris 3 secondes de le dire, je vais donner un meilleur taux d'intérêt que RBC, viens me voir, puis je le sais que je vais pas te donner un meilleur taux d'intérêt. Pourquoi je vais faire ça? Si moi, quelqu'un est capable de me donner aujourd'hui un meilleur taux d'intérêt, et il est capable de me le dire, cette personne, je le respecte à 1001%. T'sais. C'est une belle façon de voir ça. Exact. Pavi, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent c'est après le podcast, ils ont entendu ta vibe, bien oui, ta personne, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Numéro de téléphone? Vas-y. 514-623-5608. Nice. Par courriel, c'est très très long. C'est mon prénom qui est pavitiran.kcpilay@commercial@hotmail.com. On va le mettre, puis ça va être un copier-coller, ça va être facile. Super, ça serait excellent. Good.